enquêtes montrent qu'on est au-dessus de 80%. Et depuis, on s'est stabilisé de façon assez durable autour de ce chiffre-là, c'est-à-dire 8 Français sur 10 qui ont une bonne image de la police. Alors bien sûr, il y a toujours des gens dans certaines franges de la société qui n'aiment pas la police. On l'a vu cette semaine. Hein. Voilà, on l'a vu cette semaine exactement, on l'a vu au cours de certaines manifestations. Néanmoins, la population française dans son ensemble fait plutôt confiance aux forces de l'ordre. Vous le ressentez, ça, Rocco Contanto, sur le terrain? Je le ressens aussi. On est au service de la population et la population sait très bien que la police nationale est là en cas de souci. Si vous me permettez 10 secondes, j'ai vraiment un message à faire passer, je profite de votre antenne. Je vous parlais tout à l'heure de la reconnaissance sociale du policier. Moi, j'en appelle à l'État, aux autorités de l'État, avant de réformer quoi que ce soit dans la police nationale, s'occuper de ce mal-être-là. Le policier vit doublement la crise, à titre privé et à titre professionnel. Donc il est fatigué, démotivé, exaspéré. Et on ne peut pas gagner la guerre avec des soldats dans cet état-là. C'est pour ça qu'il faut redonner du baume au cœur à nos policiers. Pour l'instant, ils sont en colère. D'ailleurs, pour votre information, mardi, dans tous les commissariats de France, on fait des manifestations, des rassemblements, suite au dernier guet-apens dont nous avons été victimes, notamment la collègue de Champigny. On sera devant la direction territoriale de Créteil, du 94, et parce que c'est inadmissible. Là, les collègues... Des policiers qui sont exsangues, on le dit beaucoup, parce que évidemment, il y a cette sécurisation, et puis ce dont on parlait tout à l'heure, bien entendu, on demande de plus en plus à nos policiers. Est-ce que les policiers ont peur aussi ou pas? Alors, les policiers, non. C'est leur travail. La police n'a pas peur. Elle fait son boulot, simplement qu'à la différence d'autres corps de métier dans cette corporation, quand vous partez le matin travailler, vous ne savez pas si vous allez revenir vivant le soir. Ça, ils ont ça à l'esprit, évidemment. C'est-à-dire que c'est nouveau, surtout. Il y a quelques années, quand vous partiez faire votre métier, vous pensiez à ça? Alors, on y pensait moins, effectivement. Maintenant, on y pense beaucoup plus, parce qu'on voit que, vous savez, ceux qui sont confrontés au terrorisme, ce ne sont pas les unités spécialisées du style RAID, BRI, ce sont les unités de voie publique. On l'a vu, Et c'est pour ça qu'on a toujours ça à l'esprit. Et c'est ancré. Et ça, les deux dont on parle, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, n'étaient pas particulièrement prédisposés à affronter des terroristes. Vous voyez le chef de l'État qui est en train de saluer donc ces forces de l'ordre présentes sur le boulevard Richard Lenoir. Vous le disiez tout à l'heure, Rocco Contanto, les policiers du 11e arrondissement sont particulièrement soumis à ce stress dont on parlait à l'instant, puisque c'est vrai que c'est souvent dans cet arrondissement qu'il se passe lorsqu'il se passe des choses dramatiques, c'est souvent dans cet établissement. Le chef de l'État, oui, allez-y. Oui, il faut aussi souligner la surcharge de travail qui a été entraînée par ces attentats terroristes pour les policiers. Et là encore, on parle des policiers du quotidien, parce qu'on a démultiplié les gardes statiques, des patrouilles, des dispositifs de protection d'un certain nombre de sites. Il y a aujourd'hui 20 millions d'heures supplémentaires environ qui ont été accumulées dans la police nationale. Donc quand on parle de surmenage, c'est quelque chose de concret. Il y a vraiment un chiffre. Il a conscience de ça, Emmanuel Macron, Dominique de Montvalon? Oui, il en a, à mon avis, évidemment conscience. Je pense qu'il y a deux aspects, si vous permettez, deux aspects différents. Il y a des revendications sociales, des surcharges de travail, etc., etc. Toutes choses qui sont d'ailleurs qui doivent être prises en compte. Et puis il y a un autre aspect, c'est que les policiers, lorsqu'on soit d'accord, sont désormais en première ligne dans le combat antiterroriste. Parce que l'évolution qui s'est produite il y a ces 2-3 dernières années, c'est qu'on s'est aperçu que non pas seulement ils étaient en première ligne parce qu'au fond ils sont chargés de nous défendre, nous citoyens, etc., mais parce qu'ils sont devenus la cible. Ils sont devenus la cible prioritaire des organisations terroristes. Je n'exagère pas. Du tout. Mais ça, c'est une chose qui n'était pas évidente avant, me semble-t-il. Olivier Mazerolle, sur cette image de Emmanuel Macron aux côtés des policiers, des proches également, des policiers, elle est importante cette image, parce qu'Emmanuel Macron, il doit montrer aux policiers, et Rocco Contanto nous le dit, doit montrer aux policiers qu'il est là, à leur côté, et qu'il comprend ce qui se passe. Vous voyez les policiers du 11e arrondissement qui sont là. Il y a le directeur de la DESPAP qui est derrière, M. Jacques Méric. Certainement, c'est important, mais comme on le disait tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait des actes concrets. Par exemple, après, alors on s'éloigne du terrorisme, après l'affaire de Champigny, le Premier ministre a dit qu'il n'était pas question de rétablir l'agression de ces policiers, les peines planchées. Bon, c'est peut-être justifié d'ailleurs, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que les peines planchées aient vraiment amélioré la situation. Mais néanmoins, les policiers, du coup, sont en attente de quelque chose de concret après ce genre de manifestation et d'attaque qui est totalement... c'est infâme ce qui s'est passé à Champigny, à la fois sur le plan humain et puis sur le plan
politique, humain, parce que tabasser une personne qui est à terre et qui n'a strictement rien fait qui puisse justifier une telle attitude, bon, c'est lâche. Et ensuite politique parce qu'elle était dépositaire de la représentation de l'ordre public, donc elle est dépositaire de l'État d'une certaine façon à travers sa personne, et par conséquent il faut qu'il y ait une réponse. Et la seule réponse ne peut pas être uniquement de dire il faut qu'il y ait des peines sévères et qu'elles soient appliquées. Or, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elles ne sont pas appliquées. Par conséquent, il y a un problème. Donc, il est important, effectivement, qu'Emmanuel Macron montre aux policiers qu'il prend en considération leur situation, mais il faut aussi qu'il y ait des actes concrets qui suivent. Alors, cette cérémonie donc au boulevard Richard Lenoir est en train de se terminer avec le chef de l'État, son épouse et notamment la maire de Paris qui sont en train de saluer ces policiers, ces proches de Ahmed Merabet. Et tout cela va se poursuivre. Bastien Auger, porte de Vincennes. Porte de Vincennes, c'est là que le 9 janvier, c'est-à-dire 2 jours après cette attaque de Charlie, le 9 janvier sont tombées 4 personnes, cette fois-ci sous les balles d'Amédi Koulibaly. Oui, cette façade qui est derrière moi, la façade de l'hypercachère, elle vous dit peut-être quelque chose, car il y a 3 ans, en effet, 2 jours après l'attaque de Charlie Hebdo, la France avait les yeux rivés sur cette hypercachère, sur cette épicerie juive où 4 personnes donc ont été tuées. Leur nom, c'est Yohan Cohen, Philippe Braham, Yoav Hattab, Michel Saada, et c'est à eux que le président de la République et la maire de Paris vont rendre hommage dans quelques instants avec une cérémonie qui sera à peu près la même que les 2 que vous avez vécues tout à l'heure. Bastien Auger depuis la porte de Vincennes. Alors là, nous sommes 2 jours après l'attaque de Charlie. Amédi Koulibaly, son rapport avec les frères Kouachi sera établi un peu plus tard, évidemment. Tout à fait, en fait ils se sont plus ou moins coordonnés. En gros, les frères Kouachi attaquent Charlie Hebdo. Amédi Koulibaly s'en prend à la police, donc en assassinant Clarissa Jean-Philippe, puis s'en prend à la communauté juive. Il faut vraiment rappeler la situation à ce moment-là. C'est qu'on a une double prise d'otage. D'un côté à l'imprimerie à Damartin-en-Gouel, absolument, ouais, au nord-est de Paris, de l'autre côté à Paris, donc porte de Vincennes, dans l'hypercachère. Et c'est vraiment une situation sans précédent d'avoir 2 sièges à la fois, l'un qui est géré par le GIGN, l'autre qui est géré par la police nationale, par le RAID et la BRI. Et ça a été, ça a vraiment été une première d'avoir toutes ces forces spéciales de la police et de la gendarmerie qui interviennent ensemble en même temps, si je puis dire. Et que cette attaque se soldera par 4 morts. On va citer leur nom. À l'hypercachère, Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab et François-Michel Saada. C'est vrai qu'à l'époque, on avait vécu une véritable chasse à l'homme pendant 2 jours. Ça avait été un moment évidemment extrêmement angoissant pour tous les Français, pour les forces de l'ordre, on l'imagine bien évidemment aussi. Et donc ces 2 sièges dont parlait Mathieu Zagroski à l'instant, qui ont été menés en même temps. D'ailleurs, les choses se passent jamais comme prévu, là, parce qu'il était hors de question d'attaquer d'abord Damartin-en-Gouel. Il fallait d'abord passer par Vincennes. Mais se trouve-t-il que les frères Kouachi sont sortis immédiatement, sont sortis vers 17h me semble-t-il. Donc ils ont été tout de suite neutralisés et ensuite, concomitamment, l'attaque de Vincennes a eu lieu pour neutraliser Koulibaly. Parce qu'on avait peur évidemment oui, parce qu'en fait Koulibaly avait dit si vous faites quelque chose à Damartin, moi je tue les otages. Moi je tue les otages. Voilà, vous voyez Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui remontent dans la voiture depuis ce boulevard Richard Lenoir, direction donc la porte de Vincennes pour cet hommage à ces 4 personnes tuées donc dans cette prise d'otage de ce supermarché, cette hypercachère. C'était donc le 9 janvier, il y a 3 ans maintenant. Le chef de l'État va donc rendre un hommage sur le même principe, ce que nous disait Bastien Auger il y a quelques instants, le même principe, c'est-à-dire que les familles ont tenu à ce que cet hommage soit extrêmement sobre, sans prise de parole, énumération des noms évidemment des victimes, une marseillaise, et puis ensuite il ira saluer les familles donc de ces victimes en mémoire donc pour cette commémoration qui a lieu donc 3 ans après. On l'a dit, on parlait tout à l'heure de la commémoration. Je vous citais cet historien qui disait c'est une façon de se dire français. André Caspi, un autre historien, lui il a dit
attention, la multiplication des commémorations, ça diminue l'effet de chacune d'entre elles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai si on mettait à chaque fois une énorme solennité avec mobilisation, avec des grands discours. En revanche, un moment de recueillement comme ceux que nous venons de connaître ce matin et qui va encore avoir lieu dans un instant à la porte de Vincennes, ça ne peut pas être diminué en quoi que ce soit le souvenir et l'importance de ce qui s'est produit. Parce que quand même, quand on regarde la succession de ces trois cérémonies sobres, certainement, mais poignantes, justement par leur sobriété, c'est toute une image de la France qui est magnifiée. Vous avez la liberté de la presse, la liberté d'expression, vous avez les forces de police, vous avez un musulman policier assassiné, vous avez une jeune femme policière qui vient des Antilles, et puis vous avez des citoyens français ou pas français, d'ailleurs peu importe, qui sont assassinés tout simplement parce qu'ils sont juifs. Vous avez là toute la monstruosité du terrorisme. Et ce qu'on voit ce matin, c'est finalement, encore une fois, pas de la grandiloquence, mais c'est peut-être plus fort encore que la grandiloquence, c'est dans le recueillement, le refus de la haine. Ces hommages vont se poursuivre donc, et notamment, dernière étape de la journée, c'est l'hypercachère. Vous avez vu que le chef de l'État est en route donc pour la porte de Vincennes. Autre actualité qu'on a appris il y a quelques minutes, une demi-heure maintenant, c'est la disparition de la chanteuse France Gall. Elle avait 70 ans. Elle se battait en fait depuis 2 ans dans la discrétion, dit sa chargée de communication contre un cancer. Elle a rejoint le Paradis Blanc, dit le communiqué publié ce matin. Revoyons la vie de cette petite fiancée des Français avec Romain Gouachon. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les... Elle en était à peine sortie.